contemporain, je reviens à ce que je connais. En fait, je pense que, comme pour l'art contemporain, il y a 2 degrés d'appréhension. Il y a effectivement l'art contemporain, pour le comprendre, il faut une éducation, il faut une médiation. Mais en fait, il y a 2 degrés de lecture. Il y a le degré de lecture où on va comprendre la démarche de l'œuvre, le concept, la volonté de l'artiste, etc. Et il y a la première perception qui est vraiment dans la sensation, l'émotion, ce qu'on ressent, si ça nous dérange, si on aime, si on n'aime pas, si la couleur est belle, si c'est pas beau, etc. C'est vraiment une appréciation très primitive, très naïve, et je pense que c'est exactement comme une réaction presque enfantine. Un enfant va tout de suite dire ce qu'il ressent et comment il le perçoit. Et je pense que pour les vins nature, c'est un peu pareil. Il y a cette lecture de ce que je ressens et la lecture de ce que je comprends du vin. C'est comme ça que je le perçois, je pense. Ouais, je pense que le vin est justement fait de ces 2 parties, on le retrouve toujours dans le vin. Et autant il faut peut-être 2 heures de mise en jambe pour comprendre et le projet du vigneron. Chez nous, on prend beaucoup de temps pour ça, pour emmener les gens vers cet aspect gustatif. J'utilise souvent un mot de l'hébreu, c'est ta'am, ça veut dire la direction dans laquelle on va, ça veut dire bien sûr le jugement que l'on porte et ça veut dire le goût. C'est le même mot. Donc on a tout à fait compris que lorsqu'on chemine vers quelque chose, notre goût doit évoluer aussi. Et là, vous parlez depuis certains temps du mot de terroir, et ça rejoint la question de Christian. C'est-à-dire que si on veut rester dans l'art, pour moi, l'AOC reste un cadre, tout comme dans le street art, un mur ou un bout de trottoir reste un élément incontournable. Là, on ne l'écrit pas encore dans l'air comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on peut prendre l'AOC comme un cadre, mais la créativité, elle est permise. Et si on revient à l'origine des AOC, qui est normalement de traduire un lien au terroir, je sais bien qu'on marche sur la tête, puisqu'aujourd'hui on traduit des liens aux tracteurs, ou des liens aux engrais bio, si le gars il est en bio, ou on traduit des liens à tout ce qu'on veut. Donc un terroir, c'est du vivant. C'est de la biodiversité, c'est une vigne libre qui vit sa vie de liane physiologique, et l'humain en fait partie de ce vivant. Donc c'est bien un ensemble comme ça. Et en cave, on retrouve de nouveau des vivants, que ce soit des bactéries, des levures, que notre organisme côtoie. Et c'est là que je préfère souvent l'expression des Japonais, quand on la traduit dans notre langue, c'est 20 des lois de la nature. Dans la nature, les lois, c'est la biodiversité, c'est la physiologie, c'est comment je me nourris, comment je me reproduis. Et dans la cave, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que la fermentation, qu'elle soit levurienne, quand on l'appelle bactérienne, on ne veut pas l'appeler fermentation. C'est juste une manière pour le vivant de stabiliser les qualités initiales et de les rendre durables. Et là, je rejoins une problématique à la confrérie. Évidemment, ces vins, ils vont manquer, d'autant plus que ce sont des vins qui se gardent très longtemps. On a parfois des bouteilles de vin depuis décembre, elles ne sont toujours pas recyclées, ni vinaigrées, ni rien. Cette résistance du vivant, qui est une variation lente, évidemment, il faut être capable de la suivre dans le verre, et c'est intéressant le temps d'un repas, avoir de plusieurs jours. Mais de l'autre côté, si on veut goûter uniquement des choses figées à l'instant T, en faisant une dérivée epsilon, là on loupe tout le film, puisque tu parlais de cette image avant. Donc l'idée c'est de repositionner la dégustation dans ces courbes de vie, qui en plus est souvent propre à chaque type de terroir. Il y a des terroirs à temps très long, il y a des terroirs qui ont des courbes très plates, linéaires, qui s'expriment tout de suite, il y en a qui vivent recachés et qui se révèlent seulement au bout d'un certain temps. Et c'est ce qui va nous manquer dans le Notec. Et je remercie à la Major là, qui revient d'aborder le sujet de fond, parce que dans 30 ans ou 40 ans, si on veut comprendre le démarrage de cette vision du vin, qui est juste du vin, ça n'a pas une histoire de plus ou moins nature ou vivant ou autre, c'est juste du vin, ben, il faudrait qu'on commence dès le départ à comprendre comment les goûter et comment les insérer. Sinon, on aura un fossé. Donc moi, je suis celui qui travaille à rapprocher et plutôt à dire que ce n'est pas du tout incompatible, il faut juste remettre les choses là où elles devraient être. Et c'est devant la vision environnementale, tout le monde la comprend. La finalité gustative qui bouge, les gens ont encore du mal, mais on va les aider. Ouais, ça va prendre du temps. Hein. Ça prend du temps, c'est la génération. Oui, je pense. Ouais. Mais je pense que le vin naturel a un avantage, ça permet un peu de... Enfin, ça permet, parce qu'il y a aussi un certain public, on désacralise un peu aussi cette approche du vin. Et je pense que ça, c'est très important pour amener de nouveau les consommateurs vers le vin et à se faire leur opinion. Le vin a été pendant des décennies, voire, enfin sans doute plus, un petit peu quelque chose de un peu sacré. Hein. C'était quand même...
Là, aujourd'hui, on revient sur un. Alors certains, peut-être, ça leur convient moins parce que ça les remet un petit peu dans l'arène, mais un petit peu quelque chose qui est moins sacré. Et je trouve que c'est bien parce qu'on en consomme plus dans ce sens-là aussi. Oui, En tant que conférencier du CIRA sur les vins, justement par rapport à cette question des vins naturels, comment la désaffection du public face à des Gewürz qui sont souvent de superbes vins concentrés, qui ont de super terroirs, ce sont des vins qui sont très très beaux, mais ils ont effectivement 30-40 grammes de sucre résiduel, ils ont été stabilisés, et globalement, on goûte un fond de verre, on est très content, on est charmé, et puis il n'y a pas cette envie de revenir, en tout cas il n'y a pas une affection générale qui fait qu'aujourd'hui les Gewürz, c'est en lien avec, je pense, ce qui se passe en nature, mais comment toi, au niveau du FIBA, qui est en lien avec tous les... Comment tu lis cette évolution-là? Je pense que je vais faire juste un parallèle, si vous me permettez, entre les vins. Je ne sais pas si on dit vin nature ou vin naturel. Je ne sais pas si c'est la même chose, il n'y a pas de différence. On prend tous les noms, mais par rapport à ce que disait Jean-Pierre au début, nature est plus juste parce que juridiquement, le mot naturel, ça veut dire que la nature a donné et donc n'a pas été transformé par l'homme. Or, on le transforme, on intervient. Le miel est naturel, même d'un gars qui met des produits dedans, parce qu'il n'est pas transformé. Le fait qu'il est transformé par la fermentation et par l'action de l'homme, le mot naturel n'est pas utilisable, juridiquement. Alors après, les consommateurs, on dit naturel quand même, mais ce serait plus juste de dire nature. Bon, c'est un terme qu'on ne peut pas, normalement, qu'on n'utilise pas officiellement. Pas officiellement, non. Je peux comprendre de quoi on Je vais parle. faire un parallèle, oui, répondre brièvement entre les Gewürz et les vins nature, ou naturels, prenez ce que vous voulez. Je pense qu'il y a simplement une question on ne sait pas les utiliser, on ne sait pas les utiliser. Et je pense qu'il y a une notion. Moi, je parle à titre personnel. Je suis venu ce soir parce que je ne connais pas grand-chose. J'ai toute mon éducation et ma formation d'œnologue, etc. derrière moi, que j'assume complètement. Parce que je suis né comme ça, puis j'ai été éduqué, formé comme ça, je suis venu au vin. Comme ça, n'étant pas issu du milieu viticole, donc j'ai bien dû apprendre. Et quand j'ai eu l'invitation de ce soir, j'ai venu pour comprendre, pour essayer de comprendre. Mais je pense que c'est une notion de compréhension, une utilisation. Comment est-ce que je trouve mon plaisir? Comment est-ce que je trouve ma vibration? Comment est-ce que je trouve mon énergie? Et sur les Gewürz, ce qui a 20 ou 30 ou 40 grammes de sucre résiduel, effectivement, on en ouvre combien? On pourrait faire une question là, autour de la salle. Combien est-ce qu'on en ouvre, nous, même à titre personnel, par an? Et combien on ouvre, que ce soit conventionnel ou pas, mais de Riesling par an? C'est incommensurable, je veux dire. Et je crois qu'il y a une notion d'utilisation. Et je vous remercie juste aussi, j'ai entendu ce soir des choses qui m'intéressent, mais je ne voudrais pas aussi qu'on mette en opposition aussi. Non, mais il faut c'est à titre personnel, encore une fois, que je dis ça, mais si on met en opposition différents types de vins, sans explication, c'est là qu'on rentre dans des conflits qui sont stériles quelque part. Et si on prend le temps d'expliquer et comment c'est fait, j'aurai d'autres questions pour vous tout à l'heure, l'acceptation se fait d'autant plus facile. Ce sera d'autant plus facilement. Il y a vraiment ce besoin de cette explication et de clés d'utilisation, de compréhension, de lecture, parce qu'on ne sait pas lire forcément, on ne nous a pas appris à lire, ou alors c'était mal écrit. C'est bien le problème de l'agrément, justement. Parce que pour revenir à ces problèmes de position, parce que quand moi j'y vais, je goûte 25 vins vinifiés de façon classique, les 2 vins nature là-dedans, j'ai envie de les flinguer, alors que c'est ce que j'aime. Parce que l'effet de comparaison va se faire tout de suite. Alors que si je mets 25 vins nature avec quelqu'un qui a la grille de lecture, les 2 vins conventionnels, on va tout de suite les ressortir et on se dit tiens, il y a un truc bizarre. Donc c'est ce qu'on disait avant, c'est la méthode même qui aujourd'hui est appliquée pour nous donner le sacro-saint graal de l'appellation qui ne fonctionne plus, ou du moins qui n'est pas adapté à nos produits. Parce que justement, comme vous dites, il faut
il faut s'approprier le projet du vigneron. Et d'ailleurs, dans les dégustations de Café-Cop, je me rappelle très bien, en contrôle interne, on avait imaginé que justement le vigneron soit à la table de son vin pour qu'une fois qu'on lève l'anonymat et que le vin a été jugé pour la partie INAO et compagnie, on puisse parler de chacun du projet du vin. Et moi, j'ai bien remarqué qu'à chaque fois, nos vins, qui bien sûr esthétiquement bizarres, ça se voit tout de suite, ont été un petit peu chahutés. Alors l'avantage, c'est quand tu es à la table, bah, les collègues, ils le font un peu moins. Et après, quand j'ai pu expliquer mon projet de vin, ils ont dit « Ah ouais, c'est intéressant ton truc ». Ah ouais. Et puis tout de suite, le regard a changé, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage parce que le système même qui nous donne l'appellation ne permet pas ça. D'ailleurs, quand les gars ils reviennent en disant ouais, t'es un mauvais vigneron, t'as toutes les mauvaises cases et du coup il y a des contrôles et qui viennent goûter la cave, ils disent mais vos vins sont bons. Bon, Ils sont juste différents. dans le fonctionnement des dégustations, il n'y a pas beaucoup d'échanges et de discussions. On coche des cases. Ouais. Je trouve ça d'ailleurs très ennuyeux et je pense que je ne vais plus y aller. Et en plus, j'ai un défaut, c'est que je défends les vins qui ont des défauts. Donc, quant à un vin oxydatif, je lui mets plutôt une bonne note. Tu vois. Donc, ça ne fonctionne pas en fait dans le système. Oui, c'est plus trop fait pour nous. Non, c'est plus trop fait. Oui, là, Oui. on va passer à la deuxième partie. Bah oui, Allez, maintenant, On va passer à la deuxième partie dégustation. Donc là, on va avoir 7 vins que Christian et Jean-Pierre nous ont amenés. Donc on va tous les servir en carafe, comme ça on ne voit pas l'étiquette, on ne sait pas ce que c'est. Et le but, c'est pareil, continuer cet échange et dire ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et voilà, tout simplement. Mais pas à tout le monde, juste. Ah non, une à chaque fois, oui, non, parce que ça va, sinon on est encore là demain. Même si c'est très intéressant. J'avais juste quand même posé une question. Comment vous expliquez que dans le Jura, chez les vignerons naturels, vous avez aujourd'hui des vignerons iconiques comme Pierre-Auvernois, Ganouva, Kenjiro. Les vins se revendent sur la toile 200, 300. Kenjiro, c'est mieux, les vins naturels, réputés naturels. Et qu'en Alsace, on n'a pas actuellement encore des vignerons iconiques. Tant mieux. Je vais boire des canons encore. Bah parce que en tant qu'ancien, c'est vrai qu'on s'était mis un peu d'accord avec Jean-Pierre Frick, Patrick Meyer et Bruno Schuller, c'est qu'on ne veut pas rentrer dans ce système capitalistique. On est des paysans, quoi. Et dans le côté paysan, on a envie de pouvoir en boire. Et franchement, moi, je vis de mon métier, quoi. Je peux partir en vacances, je peux m'offrir un étoilé quand j'ai envie. Je n'ai pas besoin de cette histoire. Donc du coup, alors c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, ça ferait avancer le schmilblick. C'est vrai. Mais à la base, on n'était pas parti là-dessus. Voilà. Alors, à mon avis, on est foutu, quoi. Parce que, je veux dire, l'avantage du Jura, c'est qu'il s'est pris quelques gamelles dans la gueule au niveau production, climatiquement. Donc les gars, ils ont été obligés d'augmenter les prix, sinon ils crevaient. Et pour moi, quand j'ai vu le maintien, j'ai dit, ben voilà, maintenant on est foutu, on va vendre vraiment cher. Parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on a de la récolte, ben, tu ne vas pas baisser les prix. Et puis, résultat, on va monter. Mais je ne sais pas si c'est mieux. Évidemment, ça donnera du confort économique, ça nous permettra de faire un tas de trucs délirants. Mais je pense qu'on est sur les rails quand même, quoi. Pardon? Et il a donc... Non, c'est clair. Oui. D'ailleurs, Non, mais c'est pas lui qui reste. C'est pas lui qui vend cher. C'est pas lui qui vend C'est pas lui qui vend cher. Anne se bat et dérive refuse de vendre des vins à des gars qui ont fait des marges de malade. Ça, c'est plutôt triste de moi. C'est que Taxe à l'export en vin nature. Non. Voilà, il faut quand même pouvoir rester comparable. Je pense que plus que le prix des vins d'Alsace qui sortent. Une question dans le même ordre, mais un peu différente. Qu'est-ce qui explique que certaines régions, je sais pas, comme le Beaujolais et certains coins de la Loire ou en Alsace, on devient un peu des référents en vin nature et que d'autres régions finalement restent dans un certain classicisme compatible à l'AOC, comme le Rhône-Nord, la Bourgogne, Bordeaux, dans certaines régions. Ça change entre régions. Qu'est-ce qui fait que c'est surtout lié à la région, comment qu'elle va. L'Alsace, il y a quelques années, allait encore plutôt bien. Tout roulait, tout se vendait. Donc il n'y avait pas besoin à beaucoup de vignerons de se casser le cul à essayer de faire autre chose. Ces régions-là, Beaujolais et Loire, ils ont dû se sortir le doigt du cul parce que sinon ils ne vendaient pas, ils ne valorisaient pas.
Et c'est pour ça que du champagne nature ou des grands bourgognes nature, c'est un peu difficile. Ou du Sancerre ou du Chablis, parce que ça roule pour eux. C'est vrai que même si nous, c'était pas une histoire de valorisation et de business, mais c'est clair que je vois bien qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'installent, qui voient que le nature il marche, ils se foutent tous en nature, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux vignerons et de jeunes installations où il n'y a pas une volonté de faire au moins un peu de nature, quoi. Donc je pense que c'est lié un peu au fonctionnement de la région, et on voit très bien qu'en ce moment où l'Alsace va un petit peu moins bien que par le passé, du coup il y a plein de nouveaux vignerons et qui s'y mettent, quoi, que ce soit des gens qui s'installent ou des reprises, ce genre de choses. Donc c'est un peu lié je pense, à ça. Donc, est-ce qu'on demande un commentaire? Oui, justement, si quelqu'un veut dire quelque chose sur celui-là. Et là, il n'y a plus personne. Pierre, il dit quelque chose. Moi, je suis étonné par la clarté de la robe, en fait, et le perlant, le contraste, il y a un petit perlant, il y avait un petit perlant en bouche qu'on n'avait pas à l'œil, quoi. Donc j'étais un petit peu surpris. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé la finale, vraiment super, une belle consistance et une forte salinité en finale, quoi. Bon, c'est un peu ce que je retrouve sur tous les vins nature. C'est là où il y a le plus gros différentiel entre un vin traditionnel. C'est le côté, toujours sel, vraiment le sel, quoi, la matière sèche, je ne sais pas comment on appelle ça, qui imprègne quand même toujours les finales. Par contre, on me dit le cépage, je pourrais dire 5-6 conneries d'affilée sans trouver, mais bon, on ne sent pas trop, enfin, je n'ai pas trop d'aromatique. Moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est que à chaque fois que je le sentais, à chaque fois j'avais un nez différent. Et au fur et à mesure que je dégustais. Et voilà. Donc c'est Du coup, je parle. Ouais, vas-y, Christian. J'observe un de chez nous. L'histoire, elle est simple, c'est qu'un jour, mon importatrice du Japon, elle me dit, pourquoi dans vos grands crus, vous ne faites pas de bulles pour arriver à les vendre cher, parce que les champignons, c'est ce qu'ils font. Puis c'était resté dans le coin de ma tête. On me dit, tiens, un jour, on va faire une grande bulle dans un grand cru. Et du coup, ça, c'est Kefokov 2014. Donc en assemblage, donc 70% de Gewürz. Je pense qu'on l'a un petit peu au nez quand même, l'aromatique de Gewürz. 30 Riesling, 10 Muscat, en pressurage direct. Et pour moi, le Kefokov est un terroir qui n'est pas vraiment fait pour faire des vins secs. C'est bien le problème, alors qu'on n'en boit plus des vins sucrés. Donc j'étais toujours un peu embêté avec cette histoire, quoi. Et pourtant, c'est dans sa nature, parce que le Gewürz réussit très bien dans ce terroir et qu'il n'est pas fait pour faire des vins secs. Donc j'étais vraiment emmerdé. Et donc c'est mon 2014 qui avait 20 grammes de sucre, qui faisait un peu comme du coup tous les Gewürz sucrés, un peu bali-balo. Et je me suis dit, merde, je ne vais pas arriver à boire ça, quoi. Et puis c'est là que je me suis dit, mais oui, on va faire un pet nat. Et donc je l'ai mis en bouteille au bout de 2 ans, alors qu'il n'a jamais voulu fermenter, avec un peu de jus de 2016, puis c'est 2014 qui fermentait. Et je me suis dit, il fera peut-être un pchit, il fera peut-être rien, mais peut-être qu'il va aller au bout. Et il est allé au bout. Et donc du coup, comme il est allé au bout et qu'il y avait 20 grammes de sucre, j'ai dû le dégorger. C'est pour ça que la robe est très claire. Et donc du coup, voilà, c'est un dégorgeage récent. C'est quelque chose qu'on commercialise, donc voilà, c'est un pet nat de Kefokov que je vends en vin de France, enfin en vin mousseux, parce que je pense pas qu'il serait passé à l'agrément comme ça. Voilà. Mais du coup, la salinité, oui, parce que c'est un grand terroir, quoi. Et on la ressent d'autant plus que justement, il n'y a pas le sucre qui gêne, par contre, on a le gras, on a la complexité, la longueur, parce que le Kefokov, il est fait pour ça, quoi. C'est pas, on va essayer de parler de terroir après, est-ce que l'esthétique différente de nos vins empêche l'expression du terroir et pour moi, j'ai tous les marqueurs du Kefokov qui est là, dans la structure, dans la longueur, dans l'ampleur. C'est un terroir de volume parce qu'il y a de la profondeur de sol voilà. Et du coup, le nom du vin, parce que Kefokov, pour la présenter en tête. Ouais, alors je l'appelle le scarabée qui bulle. Voilà. Puisque Kefokov, c'est la tête du scarabée, donc on s'est inspiré de ça pour trouver un nom. Alors oui, en 2019, alors c'est vrai que les millésimes solaires, du coup je ne fais pas parce qu'on n'aura pas cette belle acidité. Donc je le fais que dans les millésimes avec des belles acidités. Et donc j'en ai fait en 19.
Et dans les années solaires, je pars plutôt sur des macérations pour justement avoir le tanin et les amertumes du Gewürz qui sont magnifiques quand c'est bien mûr, pour donner de l'allonge au vin puisqu'on n'a pas l'acidité. Donc pour moi, c'est un meilleur travail que de se dire ou je vais pas avoir beaucoup d'acidité sous mon Gewürz, je vais le manger plus tôt parce que là, tu vas à côté du projet. Ce qu'il faut, c'est la base, c'est l'acte de naissance, c'est la vendange. Et après, si ça fait 15,5, il faut que tu te démerdes avec quoi. Donc évidemment, les Gewürz sont toujours 15,5 parce qu'en dessous, ils ne sont pas mûrs. L'avantage, c'est qu'on a 30% de Riesling qui font un degré un peu plus bas. Mais là, on est sur 14,5 d'alcool et ça gêne personne parce qu'il y a le gras en face qui ramène le truc, quoi. Je pense que c'est quand même l'illustration pour moi d'un vin où il y a une vraie... C'est abouti. Parce qu'on peut trouver aujourd'hui aussi ce phénomène de vin naturel, effectivement, mais avec des maturités souvent pas abouties. Donc on a des acidités qui sont quand même mordantes, exagérées, où effectivement on prend moins de risques parce que vu le pH, le vin est plutôt stable naturellement, mais ce n'est pas des vins qui sont aboutis. Donc on peut avoir de l'exigence dans le fait d'avoir des vins naturels sur cette maturité de raisin qui je pense que là, il y a une vraie prise de risque et quelque chose qui est quand même allé au bout. Est-ce que je peux me poser une question? Lorsque j'ai carafé tout à l'heure, ça moussait énormément. Il y avait une mousse énorme. Oui, la 6 barres de pression, ça. Voilà. C'était comme un crément, quoi. C'était assez surprenant de voir ça, mais c'est tombé relativement rapidement. Après, dans le verre, on n'avait pas l'impression. Il y avait un petit côté, disons, un petit peu pétillant, mais c'était relativement tranquille. C'était bien équilibré. On n'a aucun défaut olfactif. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a aucun point négatif, mais c'est un bon produit, c'est bien fait, il pousse à boire, mais en tant que jeune sommelier, entre parenthèses, je n'arrive pas à réglementairement le positionner, mais gustativement, il me ravit. Alors, par contre, en tant que sommelier, automatiquement, moi, je le pousse. À quel moment qu'est-ce que je vais faire avec qui je vais le partager, avec quel plat éventuellement je vais le boire. C'est un vin, techniquement, c'est très bien, c'est bien fait, c'est bon. Mais après, tout ce que vous m'avez donné comme renseignement tout à l'heure, personnellement, je n'aurais pas pu dire qu'il y a tous ces cépages dedans et que c'est du KFACO. J'aurais même pas cherché parce que je n'ai pas le référentiel dans ce type de produit. Mais ça, c'est un bon vin et c'est très bien fait. Si je peux me permettre de dire indépendant, moi je ne cherche pas à comprendre si c'est naturel, biodynamique. Un vin, quand on goûte un vin comme ça, on découvre une boisson et on l'aime, on l'aime pas, et on peut en parler si on veut. Je pense que gastronomiquement, c'est ce qui est souvent intéressant pour moi dans les vins naturels, c'est-à-dire qu'on a une palette quand même beaucoup plus large que dans des vins qui sont un peu bridés, que ce soit par les sulfites ou ce genre de choses, où on a des marqueurs quand même plus distincts, c'est vrai, on reconnaît plus de choses, et donc l'accord se fait peut-être un peu plus spontanément sur certains plats, parce qu'il y a des dominantes dans le vin. Dans les vins naturels, on a souvent une palette qui peut paraître floue, mais qui en même temps est très large, et qui permet, moi je connais des vignerons que quand je leur dis « tu verrais ça avec quoi ?» Si c'est bon, ça va avec tout. Alors je sais que c'est un peu facile, mais c'est un peu vrai quand même. Quand le vin, on peut trouver un élément dans ce type de vin qui vont marcher avec pas tous les plats, mais enfin avec beaucoup de plats, sans que ce soit heurtant, je trouve. Vous pouvez nous parler du deuxième vin? Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un d'autre? Macération peut-être? Macération, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La couleur, la mouillure en bouche, le côté un peu amer et pas tannique. Ouais, d'accord. Ouais. Cépage? Difficile à dire. Muscat, mais. Muscat? Je sais pas, je pense au muscat le premier, donc j'ai un palais qui dit muscat depuis tout à l'heure. Donc ça doit pas être muscat. Juste pour répondre je vous coupe, mais est-ce qu'on peut faire l'exercice de se dire si c'était pas un Alsace, ce serait quoi?
Et finalement, dans le vin d'avant comme dans celui-là, je trouve que l'alsacanité avec l'acidité, avec le fruit et la complexité est quand même là. Ça fait pas Chardonnay de Bourguignon, ça fait pas Jura. Et donc je me dis, tu vois, on peut essayer de faire l'exemple, enfin essayer peut-être de faire le chemin inverse en se disant dans quelle région je mettrais ça. Et franchement, pour le vin d'avant, je trouve qu'il y a quand même une forme d'alsacanité. Par contre, je comprends que c'est complètement déroutant et qu'on est sur notre planète et qu'on n'arrive pas à le mettre dans les cases actuellement, parce que ça est un vin d'Alsace avec une... Voilà. C'était juste un petit exercice si vous voulez le faire. Alors, le vin suivant, c'est une macération de Riesling en 2012. Et si je peux donner 2-3 petits éclairages sur les vinifications, peut-être. Juste pour vous dire comment on procède un petit peu pour, à partir de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Parce que la démarche, globalement, elle change un petit peu, puisque on laisse un petit peu de liberté au vin et de se faire et de s'exprimer. Donc il a fallu au début beaucoup désapprendre. Et dans une réflexion où on ne se pose pas la question qu'est-ce que je fais maintenant pour cadrer mon truc, c'est qu'est-ce que je ne vais pas faire, qu'est-ce que je n'ai pas besoin de faire pour laisser le vin en fait évoluer assez librement. Donc ça c'est déjà une vraie réflexion. Donc en fait à partir de ça aussi j'ai un petit peu installé mon vendangeoir avec un pressoir en hauteur, avec un égouttage par gravité. Je dois aussi plus ou moins, enfin chez moi, réfléchir dès le départ dans quel tonneau je vais encuver le mou, le vin qui est en train de fermenter. Parce que l'idée, c'est de ne pas y toucher, de ne pas soutirer jusqu'au moment de la mise en bouteille. Donc en fait, il y a une intervention le jour de la mise en bouteille où je soutire le vin et il est tiré dans la journée. L'idée, c'est de protéger le vin par le gaz carbonique qui est dissous et qui le protège aussi de l'oxydation. Après, je me suis intéressé à partir des années 2010 au vin de macération parce que, à force, je me suis rendu compte aussi que dans le raisin, finalement, il y a tous les éléments stabilisants pour le vin par la suite, notamment les tanins qui sont présents là dans ce vin et qu'on ressent au travers des amertumes. Après moi, personnellement, c'est mon style de vin. J'essaie de construire mes vins plutôt sur l'acidité, la fraîcheur, les amertumes. Je ne cherche pas trop la puissance en fait. Donc j'essaie toujours de récolter tôt. Nous prenons aussi un grand soin à bien trier la vendange, donc il n'y a pas de botrytis. Souvent la vendange se fait avec 2 seaux, donc le seau des raisins qui sont en cuvée directement. Et s'il y a une partie de raisin qui est un peu moins sain, je vais le presser et réintégrer les jus le lendemain après une petite sédimentation. Voilà. Mais l'intégralité du raisin se trouve dans la cuve. Voilà. Et donc à force d'expérimenter, on développe un petit peu son style de vin. Je pense que dans la dégustation qu'on va faire, on va retrouver 2 styles de vignerons. Je pense que vous allez assez facilement deviner quel vin est de qui. Voilà. Juste une question. Vous parlez de votre pressoir qui est mis en hauteur pour travailler par gravité. Le vin a été pressé ou c'était une macération? Alors c'était une macération d'une quinzaine de jours. Et ensuite on décuve et on presse. Ouais. Mais la rafle reste en contact, bien sûr, dans la cuve de macération pendant une quinzaine de jours. Ça permet d'extraire vraiment tous les éléments que je considère intéressants pour la stabilité du vin. Ce qui n'est pas le cas lors d'un pressurage direct où finalement la rafle et les marcs sont jetés direct. C'est vrai que... Non, là, je le fais essentiellement sur les vins aromatiques, sur les muscats, les pinots gris, les gewürz. Là, c'était un essai sur le Riesling, que je n'ai pas forcément reconduit par la suite. Mais là, c'était un essai que j'ai trouvé intéressant. J'avais envie de vous le faire goûter parce qu'il me semble quand même que malgré les 9 années de garde, ce n'est pas un vin
vin qui s'est fatigué. Enfin, il me semble pas. Je trouve qu'il y a encore du potentiel. Alors que sur sa jeunesse, il était difficile à déguster. Parce que les amertumes étaient un peu marquées, ouais. Mais là, Déjà là, il a encore des amertumes. oui. Donc ça s'applique. Après, pour mon goût, moi, ça va en fait. Ça ne me pose pas de problème particulier. Mais il faut s'y habituer. Gilles, t'avais une Juste question. une question, quand vous faites la macération, est-ce que vous faites un débordage quand même? Et une fois que vous avez mis dans le tonneau, est-ce que vous le mouillez ou vous laissez le voile se... Alors, en fait, c'est surtout sur les Riesling et les Sylvaner que j'essaie d'élaborer en pressurage direct. Ce sont des vins qui mettent plus de temps à fermenter en général. Donc, quand je dis plus de temps, c'est 2 ou 3 ans. Donc, la première année, j'essaie de bouiller pour préserver de l'oxydation. Comme ce sont des vins qui se construisent sur l'oxygène, à un moment donné, il y a le part des anges qui va se perdre. Et souvent, après, je ne houille plus, en fait. Et j'ai la chance d'avoir une cave où les voiles se forment assez facilement. Donc, ce sont des élevages qui se font des fois sur 2-3 ans sans houillage. Combien de temps jusqu'à la mise en bouteille pour celui-ci? La mise en bouteille est arrivée au combien de temps? Alors ça, je pense que c'était... Il y avait 1 an à peu près d'élevage sur cette cuvée-là. Mais habituellement, sur mes Riesling de terroir, ce sont des élevages de 2-3 ans. Tout simplement parce que les Riesling souffrent cruellement de manque d'azote, donc ce dont on parlait auparavant. Mais ce problème, nous essayons plutôt de le régler à la vigne, en fait, en travaillant sur la vitalité, sur les engrais verts, etc. Mais pas par rajout de produits de synthèse. Et donc, oui, les Riesling fermentent. Il leur faut souvent 2 ou 3 ans pour finir le processus. Parce que là, tous les vins sont secs. J'aime bien d'ailleurs aussi quand les bactéries lactiques viennent un petit peu se greffer sur le processus de minéralisation, parce qu'elles ont cette capacité, lorsqu'elles s'attaquent au sucre sur la fin, bon, elles font remonter l'acidité totale, mais en même temps, elles fixent la salinité dans le vin. Et c'est pour ça que je parlais des défauts du vin comme donnant du relief, et ça, on s'en rend compte vraiment. Parce que dans les procédés plus contrôlés, on évite les piqûres lactiques quand même. Alors qu'on peut les laisser vivre. Ouais. Désolé, je me permets de vous Oh, vous avez raison. Vous goûtez le 3e vin. Le deuxième, pardon, alors c'est quoi le nom de la cuvée? C'est quand le chat n'est pas là. C'est un petit nom que j'avais donné parce que je me dis, je sais que ça, jamais ça passera à l'agrément. Donc je me suis dit, il n'y a personne qui est là, qui m'embête. Les souris dansent. Donc il a fait une souris. Non, même pas. Il était juste assez difficile à déguster sur sa jeunesse. Donc je l'ai un peu oublié. C'est Marno-Calcaire. Argilo-Marno-Calcaire. Qui c'est qui nous parle de ce vin avant de savoir ce que c'est? Moi je sais ce que c'est alors. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a un caractère qui est dominant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a Voilà, Bon. Donc l'acidité, elle est là. La trame, elle est là. Après, le tir, c'est du kéfir. Je ne sais pas l'amertume de tout à l'heure, finalement, mais j'apprécie tout à l'heure. Je ne l'ai pas beaucoup. Mais il y a un côté citronné qui est très pur, très droit, presque youli plus que citron. Et en bouche, bizarrement, je trouve que c'est pas le citron, mais plus la mandarine ou la clémentine. C'est plus délicat, plus ciselé. Il y a peut-être une signature calcaire dans ce vin, une acidité qui est bien fondue. C'est un vin très agréable, qui est très bon. L'acidité sort du verre, c'est la bonne volatile. Le fruité est porté, quoi. Et c'est une très bonne présentation claire et qui est très agréable. Au contraire, disons,
elle est même déjà rassurante du fait que cette acidité n'agresse pas du tout les muqueuses nasales. Il a une complexité aromatique qui est présente, qui est plutôt sur le côté floral, citronné, cédra et ainsi de suite. Mais il y a aussi une composante un petit peu végétale, mais très, très agréable et qui n'est pas du tout médicinale. Je ne sais pas si je l'exprime très bien. Au palais, l'acidité, c'est la trame qui porte le vin. Les amers sont juste en finale présents, mais c'est des tanins qui sont très reposants et plaisants. L'ensemble est assez sapide et, comment je peux dire, ça fait saliver et ça pousse à boire. On a l'impression qu'il y a une élégance, un raffinement qui est spontanément là, avec une transparence de sensations, de goût qui enveloppe bien le palais. Et il n'y a absolument aucune oxydation, aucune déviance particulière qui pourrait dire que ce n'est pas un bon vin. Pour moi, la trame, la présentation est assez intéressante parce que même si qu'importe de trouver ce que c'est comme cépage, on a envie de le boire. C'est ça la première, spontanément. Est-ce que, si je mets ça dans une dégustation française, de toute la zone française, est-ce que j'arriverai à dire que c'est de l'Alsace? Est-ce que j'arriverai à dire que c'est tel cépage, ainsi de suite? Ça, tel terroir, personnellement, j'y arrive pas pour le moment parce que j'en ai certainement pas le référentiel. Mais en lui-même, c'est un très, très, très bon produit. Et j'essaie de le situer non seulement au niveau français, mais au niveau international. J'ai la chance, je goûte beaucoup de vin à travers le monde, soit en déplacement, soit dans les pays. Et j'en rentre du Chili, j'ai goûté, il y a aussi des vins naturels là-bas. Je trouve que ce qui me plaît dans ce vin, c'est qu'il a un côté racé, qu'il a un côté tendu. Et pourtant, je pense qu'il doit aussi faire 13,5, 14, alors qu'on ne le sent pas. Donc, et on n'est pas dans une zone climatique solaire, pas encore. C'est un bon produit. Merci pour tous ces éloges, c'est cool. J'espère qu'il est dépassé à l'agrément du premier coup. L'agrément, c'est un autre débat. Non, mais c'était là. Alors, c'est Riesling Champ des Alouettes 2016, de chez nous. C'est ma parcelle la plus simple, c'est de la plaine de mer. Et donc, c'est mon Riesling, voilà. Et comme quoi, on parle de terroir, c'est des granites, mais des granites limoneux de zone où l'année dernière, il y avait du milieu, il y a de la flotte, enfin, c'était... Voilà. Alors, ce qui le sauve et qui le porte, c'est l'année 2016, c'est quand même... parce qu'évidemment, c'est des années avec des belles acidités. Par contre, c'est une parcelle qui botrytise très vite, parce que par son côté humide et plat de plaine. Et moi, j'adore le... Alors ça, c'est marrant, parce que vous verrez bien les deux styles de vignon. J'adore le botrytis. D'ailleurs, soit il n'y a pas de botrytis, j'aime pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un estomac très, très fragile. Et tant que c'est malique, le raisin me fait mal au bide et je peux pas bouffer le raisin, quoi. Et quand on est passé sur du raisin vraiment mûr, voire trop mûr, là, j'arrive à bouffer le raisin et là, je me dis, on peut y aller. Donc ça, c'est débotrytisé, oui, donc ça fait bien 14 et demi. Et donc, comme par contre Jean-Pierre, j'aime les élevages longs parce que j'ai compris que les processus bactériens, c'est la choucroute, quoi. Ça stabilise le vin. Et donc ça, c'est des élevages de 2 ans, enfin 1 an et demi. Donc le deuxième hiver, je trouve qu'il se passe des choses durant l'été et le deuxième hiver. Et c'est des vins du coup qui, au bout d'1 an, souvent tiennent pas du tout à l'air. C'est-à-dire que la bouteille, vous n'avez même pas le temps de la finir entre les copains que c'est oxydé. Et bizarrement, la deuxième fois, ça va mieux parce que les processus bactériens ont fait leur travail de réduction. Et donc du coup, moi, j'adore les pics lactiques. Bien sûr, les malos sont faits sur tous nos vins, je pense, sur toi aussi. Oui. Ça, c'est inévitable, parce que sinon, ça ne marche pas. Et par contre, du coup, tout ce monde bactérien, lui, continue le travail, et comme le pot de choucroute, quand vous l'ouvrez, ça pue, hein. Et parce que c'est réducteur. Et donc ça, c'est des outils
pour nous géniaux, comme la macération avec les tanins, comme les bulles du premier vin, pour nous maintenir le vin et éviter que ça oxyde, parce que le vin oxydé foutu, on a envie d'en faire. Voilà. Là, on est sur des granites, et justement, je trouve que la signature granite, elle est présente par la verticalité des acidités. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des cours de dégustation géosensorielle. Je veux dire, les granites, globalement, c'est vertical, et les calcaires, c'est par la largeur. Et donc, c'est assez rigolo de voir ô combien ce vin est vertical d'une vendange surmûrie, donc a priori il n'y a pas d'acidité, par rapport au vin de Jean-Pierre Aran, où moi j'adorais, j'en suis jaloux parce que je n'ai pas beaucoup de calcaire, cette largeur posée et qui met un putain de socle au vin, et je me dis, mais même moi j'aurais jamais ça dans mes Riesling, quoi. Et c'est posé alors que là c'est juste tranchant, quoi. Et alors qu'en plus, du coup, ce côté posé, toi, du coup, en cherchant du raisin à peine mûr. Non, il est mûr. Mais c'était mûr 12, je pense que c'était un millésime plutôt chaud. Et d'essayer de. Enfin, voilà, c'est quand même assez rigolo parce que pour moi, le terroir parle beaucoup plus, indépendamment du style de vinification et du style de vigneron dans ces deux Riesling, quoi. Enfin, je veux dire, un est clairement calcaire, l'autre est clairement granit. Voilà. Enfin, c'est mon avis de malorgnette, encore une fois, peut-être un peu trop intégriste, désolé. Je ne fais pas exprès. Il y a aussi un élément qu'on peut soulever quand même, c'est que sur des Riesling qui ont vieilli un petit peu, on n'a pas les notes d'hydrocarbures comme on les a habituellement sur les Alsaces, parce que nous pensons que, en fait, les hydrocarbures qui sont souvent présentés comme des éléments caractérisant le terroir, sont pour nous plutôt le signe de la minéralisation du soufre qu'on a pu mettre dans le vin. Et pour nous, c'est extrêmement dérangeant, en fait. Et vous avez constaté que là, on n'a pas ces notes pétrolées, quoi, qui sont souvent caractérisées pour le Riesling. Je voulais juste vous rendre attentif à Je pense que sur les granites, on ne va pas toujours avoir... Non, pas toujours, mais quand même. C'est un granit, c'est granit, donc on ne va pas avoir cette évolution. Tôt ou tard, le côté pétrolé peut venir comme une petite signature du vin, quand on goûte les Riesling des années froides et sulfités, et où c'était avec des grands rendements, on voit très bien que le pétrole est là. Alors on en fait une typicité, comme le Sauvignon qui sent le pipicha et le Cabernet qui sent le poivron, c'est juste des signatures de raisins pas mûrs et de vinification sulfitée, quoi. Voilà. Sauf que bien sûr, dans l'effet de masse, dans le cadre des AOC, on en dit que c'est ça qui est typique. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. C'est pas grave, hein, je veux dire, on vit avec, c'est pas. Mais je pense qu'il y a un endroit où nous, on constate que nos Riesling, quand ils vieillissent, ils vont pas vers le pétrole, quoi. Mais évoquer ça, et moi je le fais aussi, évoquer ça auprès de certains consommateurs, à la limite, ils nous jettent la pierre, quoi. Parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Moi j'ai grandi, j'ai fait mon cheminement de consommateur, enfin de Riesling, ça pétrole, quoi. Ouais, mais ça fait finalement, ils sont presque déçus, quoi, d'apprendre qu'il y a une autre version de cette aromatique-là, quoi, du déroulé de cette aromatique. Donc, on va pas forcément, on le lise pas forcément dans le sens du poil à l'égard, effectivement, de tout le monde quand on dit ça, quoi. Oui, ça fait partie des constats qu'on fait par après en se disant, ah oui, on nous a dit que c'était typique, et en fait, c'est pas une typicité, c'est une conséquence technique, quoi. C'est comme la baguette qui doit être croustillante, même bio, elle est croustillante parce qu'on a fait un certain nombre d'étapes pour qu'elle soit croustillante, mais le temps pour le pain, il n'est pas croustillant. Mais parce qu'il est allé sur un autre chemin. C'est tout, hein. Non. Sauf si je me trompe de. Non, je pense pas. C'est du coup. Non, c'est Non, c'est pas joué. Pas encore décidé. Pas encore. J'y réfléchis. Oui, Si j'ai eu oui, un petit chouette du chat. Ouais, ok. Ben là, par rapport à, moi je sais pas non plus ce que c'est, mais là, par rapport, quand on évoquait tout à l'heure l'histoire de l'énergie, pour moi, là, j'ai
j'ai une sensation d'énergie. Là, c'est le vin qui me donne un espèce de coup de fouet à cette heure-ci, ou qui me plaît beaucoup, quoi. Le final est magnifique. Moi, j'aime beaucoup la longueur finale qui agit un peu dans des morphologies en bouche. On a vraiment des morphologies en bouche. Et encore une fois, la salinité, mais il y a un peu salinité, mais un peu umami quand même quelque part. Le côté gouléant qui est super. Quoi. Et après, voilà. C'est plus dans la largeur. Hein. C'est le whisky qui. Mais on n'est pas sur les calcaires, je crois. Non. Alors du coup, Tu veux dire ce que c'est? donc, du coup c'est Riesling Wiener Schlossberg 17 chez nous. C'est intéressant du coup qu'ils soient l'un à côté de l'autre parce qu'on voit entre le Riesling de Plaine, de 4 centrales d'ailleurs, et Riesling du coteau plein sud, donc on voit vraiment l'écart. Surtout on est sur un millésime chaud et l'acidité est là. Par contre, c'est une acidité qui est très typique du Wiener Schlossberg, qui est quand même cette vallée qui est fermée et où du coup, quand il fait chaud, il fait chaud tout le temps, même la nuit. Et donc du coup, les acidités sont très basses. Par contre, parce que je fais en analyse, à mon avis, il y a zéro d'acidité, surtout que ça va être rentré à 14,5 archi mûr. Par contre, c'est la salinité qui va porter le vin et qui va vous l'emmener à des kilomètres, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça, pour moi, enfin, je dis toujours, l'acidité, ça sert à rien dans les vins, c'est un truc qui fait chier. Le vin, il a l'acidité qu'il a, et puis on se démerde avec. Ça sert à rien, le Riesling dans l'acidité. Les gens, ils n'aiment pas l'acidité. C'est bien le problème du Riesling alsacien, c'est qu'il est obligé d'être sucré parce qu'il est acide, parce que la mano est bloquée. Et, enfin, je veux dire, et les gens, du coup, ils n'en boivent pas. Donc, elle a dit 17. Et là, il est faible en acidité. Je pense qu'à l'analyse, on n'est pas très haut. Enfin, je pense, mais non, je sais pas. Le problème, c'est que j'analyse jamais les acidités, je les regarde même pas, parce que ça m'intéresse pas. Moi, je le sens assez trempant quand même. Ah ouais, ok. Il nous reste, moi, là, Alors la parcelle est toute petite, elle a 8 arts, donc je fais une barrique, et donc c'est dans une barrique. Élevé 1 an, voire 2, parce que j'ai le même problème, à 14,5 du Riesling, pour le faire fermenter, tu peux aller le faire brosser. Donc du coup, souvent, là on a mis en bouteille, demain on met en bouteille les 20, parce qu'enfin il a fini de fermenter l'année suivante. Quoi. La pointe de champignon blé, tu avais un petit peu de votre. Oui, ouais. Le bas de la parcelle va dans une espèce de cuvette, et en face on a un autre coteau qui remonte, donc c'est vraiment hyper humide et du coup il y a du botrytis. Alors je suis pas très bon dans le triage, je suis pas du tout quand je vendange tout et la pourriture c'est pas le pire des problèmes. Donc, enfin, surtout dans un endroit comme ça où ça va pas être pourri, moche quoi. Donc, oui c'est possible. Tu as raison hein, parce que moi je l'avais pas senti mais maintenant que tu en parles, j'ai un peu le champignon blanc qui est pas hyper heureux. Ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même trouver un peu des défauts. Donc Et il y a Pardon? Zéro. Ah ben, ça, par contre, c'est le problème des vins nature, c'est que c'est le système de sucre, c'est quand même casse-gueule. Parce que même après 2 ans d'élevage, le machin, il peut te fermenter. Non. Et par contre, on trouve, alors au-delà de certains degrés d'alcool, on a l'effet de l'alcool qui est sucrant. Pardon. Je parle de trop. Ah ben, comme on n'en a plus. Non, mais nous, au domaine, on n'en a plus. On a enregistré. Mais oui, pardon, dans nos vins, au niveau du domaine, je me rends compte qu'on a cette espèce de gras. Parce qu'on a les niveaux d'alcool élevés et les maturités très élevées. Et du coup, ça donne un côté presque sucré, alors peut-être umami ou par ces conséquences-là. Et puis parce que c'est jamais filtré, parce que c'est sur lit total qu'on tire les vins. Ça, c'est par rapport à Jean-Pierre aussi. Nous, les vins, c'est impressionnant parce que là, on a rallumé la pompe pour la mise, mais depuis les vendanges, on n'a rien fait à la cave. Quoi. On vendange, on goûte. Oui, encore. Des vins comme ça, moi je les goûte une fois, deux fois par an. Ah oui? Non, moi je goûte. Sur 40 cuves, t'imagines le temps que tu passes? C'est notre boulot. Ouais. Après, quand on a du plaisir, parce qu'on a des clients, des amis, oui. Mais il y a des. Enfin, je trouve que se détacher justement, c'est aussi important.
je le vois quand on discute avec d'autres vignerons ou quand je vinifie, enfin je jette d'autres vignerons, le vigneron stressé sur ses vins, il va y arriver des problèmes parce que comme si son anxiété allait se porter sur le vin et c'est là que ça va pas fermenter, que ça va monter en volatile et machin. Quand le gars il est détendu, il est assis bien dans son cul sur la qualité des raisins qu'il a foutus dans la cuve, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et puis si ça goûte pas bien, ça goûte très bien plus tard, quoi. Et voilà, parce que c'est un ressenti d'expérience. Bon, bah, non, lui, il est très zen, quoi. Alors oui, mais alors il assume les défauts qu'il a dans ses vins et il sait qu'en tous les cas, quand ils seront vieux, le vin il va être génial. Donc, On est bien d'accord. là, je trouve justement c'est là où c'est classe parce que à Bruno Schuller, 3 bouteilles sur 4 sont absolument imbuvables dans la jeunesse. Par contre, tu ouvres des vieux millésimes, mais tout est génial. Donc c'est très assumé. Et c'est pratique à pas houiller, à avoir les feux à moitié pleins et tout, évidemment, et ça part en sucette, et c'est pas grave. Après, c'est vrai que esthétiquement, du coup, nous, on essaye de faire des choses un peu plus consensuelles, mais parce que moi, je houille, enfin, je suis très... mais c'est ça qui est génial dans les vins naturels, c'est que ça laisse une liberté dans les processus qui est extraordinaire, quoi. Le petit botrytis aurait dû te mettre sur la voie. Oui. Le petit botrytis aurait dû te mettre sur la voie. Ouais. Là, on est sur Stein 15. Ouais. C'est un millésime chaud. Hein.